Merci de m'avoir invité. Puisqu'on est entre nous, on va faire une conférence brève de seulement 4 ou 5 heures. Mais si on n'ira pas plus loin. Ah. Ben si, oui, mais je m'entends mal aussi. Pas trop près, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, de quoi on doit parler? Alors, on a pris rendez-vous pour parler de la mémoire traumatique. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est-à-dire que quand la mémoire est saine, elle est évolutive. C'est-à-dire que si j'avais eu à raconter mon autobiographie à l'âge de 20 ans, j'aurais raconté des choses essentielles, c'est-à-dire mes performances au football, mes performances au sprint, la manière dont je courtisais les jeunes filles, les choses importantes de la vie. Aujourd'hui, je fais une toute autre autobiographie. C'est-à-dire que la mémoire saine est une mémoire évolutive qui change selon les âges et qui change selon les contextes. Ce qui explique d'ailleurs les étonnantes différences qu'il peut y avoir entre des gens, des frères et des sœurs, qui racontent leurs parents et qui ne racontent pas les mêmes parents. D'une part parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents, les parents ne réagissent pas de la même manière pour un petit garçon ou pour une petite fille, ils ne réagissent pas de la même manière s'ils ont pour le premier enfant que pour le 5e ou le 6e, ils ne réagissent pas de la même manière pour un enfant doux alors qu'ils voulaient un enfant puncher et inversement. Donc déjà ce qu'est l'enfant évoque dans le monde mental des parents des émotions, et l'expression de leurs émotions organise autour de l'enfant une niche sensorielle qui tutorise le développement des enfants. Donc même quand les parents disent « mes enfants tous pareils, je les ai aimés tous pareils », ne les croyez pas. C'est-à-dire que c'est pas possible, on les aime, bien sûr, mais pas tous pareils. On les aime, ils n'arrivent pas au même moment, ils ne prennent pas la même signification. Donc ça évolue. On est toujours sincère, même quand on dit exactement le contraire de ce qu'on a dit 10 ans avant. On est toujours sincère. Alors ça, c'est la mémoire saine. Et puis, il y a dans la mémoire une mémoire particulière qui est celle des traumatismes. Quand on a eu un traumatisme, la mémoire est déchirée. C'est-à-dire que on se fait une représentation de soi qui est déchirée. Alors la définition du traumatisme, c'est que Anna Freud, qui était la fille de papa Freud, Anna Freud disait, pour définir le traumatisme, il faut distinguer le trauma, qui est le coup, et le traumatisme, qui est la représentation du coup. Et là, nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. Les animaux souffrent une fois. Ils ont mal, ils crient, ils s'enfuient. Nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. On peut souffrir une première fois du coup, et on souffre une deuxième fois de la représentation du coup. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi? Donc, cette représentation nous fait mal, parfois plus que le coup. Parce que le coup, on en a tous reçu, on s'est tous cassé la jambe, on s'est cogné contre le frigidaire, on a tous eu mal, et puis voilà, c'est un coup. Le traumatisme, c'est la représentation du coup, je m'en remettrai jamais, pourquoi moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Et là, on entretient une autre forme de souffrance qui altère notre mémoire. Alors, cette mémoire traumatique, elle se caractérise par un scénario qui est toujours à peu près le même. C'est-à-dire, dans un premier temps, je suis hébété. Je suis KO debout, je ne peux pas traiter cette information, je ne m'y attendais pas, je ne comprends pas, ce n'est pas dans mon monde, je ne l'avais jamais pensé. C'est quelque chose qui est hors de mon monde, hors de notre monde. Je n'étais pas préparé à ça, je ne sais pas quoi faire. Je suis KO debout, je suis hébété. Et puis, si la mémoire se fixe, c'est le syndrome psychotraumatique, dont on parle beaucoup actuellement, même si ce n'est pas la majorité des cas, c'est-à-dire que quand j'ai été traumatisé, si j'ai un syndrome psychotraumatique,
c'est que je suis prisonnier du passé. Le passé ne passe pas, je n'évolue pas, ma mémoire n'est plus saine, elle n'est plus évolutive, je ne peux plus acquérir d'autres informations qui me permettraient de changer la représentation que je me fais de ce qui m'est arrivé. Ça se répète. Ça se répète, comme disent les gens qui ont un syndrome psychotraumatique, je vois l'image constamment, je vois l'image, je ne pense qu'à ça. Dans la journée, je ne pense qu'à ça, et le soir, la nuit, ça me revient sous forme de cauchemar. Et quand je perçois quelque chose, ça évoque le traumatisme, je suis prisonnier du passé, ma mémoire n'évolue plus. Alors comment expliquer cette étrange mémoire? C'est que, imaginez que vous allez chercher des sous au comptoir à la banque d'à côté, et quelqu'un arrive près de vous et il vous braque avec un revolver. Vous regardez le revolver et vous êtes fasciné par le revolver parce que votre vie est en jeu. Vous risquez de mourir. Donc c'est un moment d'intense émotion. C'est pas une intense émotion, c'est un moment d'émotion fascinée, sidérée. Je regarde le revolver, je ne suis même pas sûr d'avoir peur, je ne peux pas regarder autre chose que le revolver. Et si l'agresseur parle, je regarde son visage parce que ma vie dépend de l'interprétation que je vais faire de la moindre mimique faciale. Il se tait, il va tirer, il se met en colère. Les enfants maltraités souvent réagissent comme ça, ils acquièrent une hypervigilance du corps de l'autre. Je traite la moindre information. Quand mon père se tait, quand il fronce les sourcils, c'est que je vais y avoir droit. Quand il ne dit pas un mot, vous qui êtes des enfants sains, il ne dit pas un mot, c'est pas grave. Moi qui suis un enfant maltraité, je sais que quand il ne dit pas un mot, c'est qu'il prépare les coups. Donc je deviens hyper attentif, j'ai une vigilance glacée, je deviens hyper attentif à la moindre mimique spatiale, à la moindre variation de la prosodie de sa voix. Vous qui êtes sain, vous ne remarquez même pas. Moi qui suis maltraité, je traite des informations qui sont comme focalisées. C'est-à-dire que je ne perçois que l'agresseur, le revolver, ses mimiques faciales. Je ne perçois rien de ce qui est autour parce que ma vie dépend de la manière dont je vais décoder la mimique, le silence, l'objet. Donc ça fait une mémoire particulière. C'est-à-dire que à travers la lunette, je fixe, j'imprègne dans ma mémoire biologique, j'imprègne une image qui va se répéter sans cesse. Même il est parti, je vois encore l'image. Elle est imprégnée dans ma mémoire qui est hyper performante. Les gens qui ont connu des traumas, quand on leur pose des questions sur le focus, sur le canon de fusil et les mimiques faciales, ont une mémoire étonnamment précise. Et si le policier pose des questions sur le contexte, il n'y a aucune mémoire, parce que dans la situation d'agression, le contexte n'avait aucune signification. Alors, ça fait une mémoire particulière. Elle est rigide, elle est fixée, elle se répète, elle est hyper précise au centre de la lunette, elle est floue et étonnamment imprécise autour de la lunette. Donc ça fait une structure de mémoire un peu particulière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Human Bomb, cet homme qui était rentré dans une école de Neuilly avec une ceinture de dynamite. Vous vous rappelez cette histoire? Et les enfants, donc, l'institutrice avait une réaction géniale. Pour sécuriser les enfants, elle avait inventé un jeu avec Monsieur Human Bomb. Donc les enfants n'avaient pas peur. Au contraire même, ils voyaient Monsieur Human Bomb qui arrivait et l'institutrice qu'ils connaissaient, qui était familière, leur disait que c'était pour faire un jeu. Donc ils regardaient Monsieur Human Bomb et ils étaient contents. Ils étaient sécurisés. Ils étaient sécurisés par la manière dont l'institutrice avait parlé Monsieur Human Bomb. C'est pas une faute de français, c'est volontaire. Hein. Elle avait constitué jeu en le parlant comme un jeu. Et donc les enfants n'avaient pas peur, et puis le GIGN est arrivé cagoulé, et par deux, il y avait un signal, et deux par deux, il se ruait sur... Alors monsieur Human Bomb, l'institutrice géniale, lui avait offert un café,
et il avait accepté le café, sauf que le SAMU qui était à côté avait dû mettre 1 kilo ou 2 de Gardénal dans le café. Donc, Monsieur Humanbond a siroté le café avec l'institutrice géniale, et puis il commençait à être un peu moins vigilant. Et le GIGN se précipitait au sprint, comme ils savent le faire, et ils avaient pour consigne d'attraper chacun un enfant sous le bras et de traverser la classe en courant pour sauver les enfants. Donc les policiers ont sauvé les enfants. Et quand on parle avec les enfants ensuite, ils étaient traumatisés par les policiers et pas par Monsieur Humanbond. Oh, je ne savais pas, j'étais bien. On jouait avec ce monsieur bizarre, on s'amusait bien, et tout d'un coup, je vois un gars avec une cagoule qui m'attrape, qui s'enfuit, qui me soulève et qui court avec moi. Et quand on parle avec ses enfants, il se rappelait tout du policier. La cagoule un peu de travers, la médaille qui sautait, l'épaule. Ensuite, quand ils avaient enlevé la cagoule, monsieur le policier qui n'était pas bien rasé, la couleur de ses yeux. Il se rappelait tout du policier, rien de monsieur Humanbond, et encore moins que rien des ambulances et de la police qui entouraient l'école. Donc, selon la manière dont vous posiez les questions, vous obteniez des réponses étonnamment précises, ou au contraire, étonnamment fausses. Fausses pour vous, adultes, policiers, mais vraies pour l'enfant, parce que c'était sa manière de voir le monde, capturé par l'agresseur, c'est-à-dire le policier, capturé par l'agresseur et ne percevant rien d'autre que celui qui provoquait en eux une émotion très forte. Il m'attrape, il court avec moi, donc j'ai eu très peur de ce monsieur. Alors, donc, cette mémoire saine est donc totalement différente de la mémoire traumatique, et maintenant on peut commencer à comprendre que c'est une structure totalement différente. Alors maintenant, je vais essayer de faire des raisonnements longitudinaux, c'est-à-dire évolutifs, puisque la mémoire, quand elle marche bien, elle est évolutive. Si vous avez un traumatisme quand vous êtes bébé, vous avez un traumatisme avant l'âge de la parole. Vous avez moins de 20 mois, puisque la parole se met en place schématiquement entre le 20e et le 30e mois, quelle que soit la culture. Quelle que soit la culture, on a tous été capables d'apprendre la langue dite maternelle entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans professeur, sans cours. On a tous fait cette performance intellectuelle en 10 mois. Essayez de le refaire après, vous allez voir. Moi, ça fait 50 ans que je suis débutant en anglais, donc on ne peut plus refaire cette performance parce qu'il y a un moment où, biologiquement, on est avide de cette information, attentif à la figure d'attachement. Statistiquement, c'est notre mère, mais ça peut être une autre femme, ça peut être notre père, ça devrait être notre père, ça peut être une constellation de figures d'attachement, les métiers de la petite enfance, et à ce moment-là, j'ai 4, 5, 6 figures d'attachement autour de moi, mon monde est clair, je peux m'attacher et me développer. Et puis arrive un trauma. Je suis bébé, ma base de sécurité n'est plus là, ni maman, ni papa, ni la puéricultrice, je suis seul au monde, et arrive quelqu'un que je ne connais pas qui m'attrape et qui s'enfuit avec moi. Ou la solitude, dans la solitude pour un bébé, c'est je tombe dans un trou, je tombe dans un précipice. C'est-à-dire que c'est un effroi majeur. Et maintenant, il y a une biologie de la solitude qui se développe. J'ai dit biologie de la solitude, on peut gommer, c'est biologie de l'isolement sensoriel que j'aurais dû dire, pas biologie de la solitude. Biologie de l'isolement sensoriel. On sait maintenant que, après 3 semaines d'isolement sensoriel, commence l'atrophie cérébrale. C'est-à-dire que les données récentes de la neuroimagerie nous montrent que le pire des traumatismes pour un bébé qui ne peut pas remplir son monde avec des représentations verbales, il ne parle pas. Donc il ne peut remplir son monde qu'avec des perceptions. Il n'a pas encore de représentation verbale. Même la perception des mots de sa mère, c'est important de parler à un bébé. Mais la perception des mots de sa mère, c'est un objet sensoriel très signifiant, très sécurisant. La voix, les basses fréquences, la prosodie, le visage,
c'est un objet sensoriel. Et cet objet sensoriel, parler autour d'un bébé, c'est important, et parler à un bébé, c'est encore plus important, parce que maintenant qu'on fait de la neuroimagerie, on voit comment le lobe temporal gauche traite les sons chez un bébé, et quand on lui parle, on voit comment ce lobe temporal qui consomme beaucoup d'énergie, progressivement, plus on parle au bébé, plus ce lobe temporal se rétrécit pour se transformer en la zone du langage. C'est-à-dire que si on parle autour d'un bébé, on sculpte son cerveau et la neuroimagerie le rend visible, observable, sans difficulté. Donc un bébé en isolement sensoriel à qui on ne parle pas et qui n'entend pas parler autour de lui, vit dans un monde, dans un effroi constant. Son monde, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de visage familier, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de manipulation. Toute information est une alerte effrayante. Et ce bébé vit dans l'effroi. Et on voit que, alors là, il y a quelques années, c'était encore un étonnement, mais maintenant c'est une banalité de la neuroimagerie. Lorsqu'un bébé est placé en isolement sensoriel, affectif, parce qu'à ce stade du développement, la parole a un effet affectif, bien plus qu'informatif. D'ailleurs, je pense que à tous les âges, la parole continue à avoir un effet affectif. Parler avec quelqu'un, parler à quelqu'un, c'est l'affecter. Le contenu, on verra bien. Et alors, en disant ça, je me rappelle, je suis en train de vous résumer des travaux qu'on avait fait au Sambier, près de Toulon, en 1978. Et Françoise Dolto en avait entendu parler grâce à Daniel Rapaport, et qui en avait parlé, et elle m'avait invité à Paris, et elle n'était pas là, mais il y avait toute l'équipe à Dolto qui était là, et puis on expliquait comment la parole sculpte, comment dès la naissance un bébé reconnaît la parole de sa mère, et distingue la parole de sa mère de toutes les autres paroles. Donc la parole est un objet sensoriel très signifiant dès les premiers jours de la vie. Et le bébé apprend très vite à reconnaître cette parole-là. Alors, à ce moment-là, il y avait une dame qui était dans la salle, c'est un petit amphithéâtre de l'école de kinésithérapie de son mari, et à ce moment-là, il y avait une jeune femme avec un bébé dans un couffin, le bébé se met à pleurer, et la psychologue dit on va voir si ce que dit M. Cyrulnik est vrai, madame, veuillez parler à votre bébé. Alors la dame est un peu gênée, un peu surprise, elle s'approche du bébé, elle ne sait pas quoi dire, et puis elle regarde le bébé, puis elle lui dit papa a été augmenté. Eh bien, ne riez pas, le bébé a souri. Et ce qui a fait sourire le bébé, c'était la parole affective de la mère, ce n'était pas la feuille d'augmentation du salaire du père. Mais ça permet quand même de dire que parler à un bébé, c'est tisser un lien et sculpter son cerveau. Et le pire traumatisme pour un bébé, c'est l'isolement sensoriel et ne pas lui parler. Alors, donc, voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'on isole un bébé, et il y a eu des pensées politiques folles qui ont isolé un bébé, et lorsqu'on isole un bébé, quand j'étais en Roumanie après la chute de Ceausescu, les enfants étaient pseudo-autistes. Pseudo. Hein, ils étaient comme des autistes, sauf qu'ils n'étaient pas autistes. Mais comme la décision politique criminelle folle de Ceausescu avait isolé ces bébés, j'avais demandé des scanners, et il y a des médecins dans la salle, et on constatait sans aucune difficulté l'atrophie des deux lobes préfrontaux, l'atrophie des circuits limbiques, et maintenant, on ne l'avait pas décrit à la chute du mur, mais maintenant on sait que quand il y a une atrophie des deux lobes préfrontaux, il y a une hypertrophie de l'amygdale. L'amygdale, c'est une zone profonde, une ampoule à la face interne du cerveau qui traite les émotions. Ce qui veut dire que si on ne parle pas à un bébé, si on ne l'entoure pas, on sculpte son cerveau et on le rend incapable de maîtriser ses émotions, puisque l'amygdale envoie des émotions intenses, et désormais, toute information devient pour lui une agression, puisqu'il ne sait pas traiter. Il a peur de tout, il sursaute, il se met à trembler, il a peur de tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de barème de traumatisme possible.
on ne peut pas faire de barème de traumatisme, ça dépend de la manière dont notre cerveau, et plus tard notre histoire, notre personnalité, notre cerveau et notre histoire éprouvent et interprètent ce qui nous arrive. Si on a été isolé précocement, on éprouve et on interprète tout comme une agression. Si on a été sécurisé précocement, on éprouve toutes les informations comme une invitation à explorer, avec une petite émotion, un petit stress, comme tout le jeu. Quand on a un bébé, quand nous-mêmes on joue, on a un petit stress. Et ce stress fait partie du plaisir de vivre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu de stress pour vivre. Et lorsqu'il n'y a pas d'altérité, un autre pour nous parler ou pour jouer avec nous, notre cerveau fonctionne différemment, on perçoit le monde de manière apte, on a acquis une vulnérabilité, on perçoit le monde comme une agression potentielle, et c'est ce qu'on n'avait pas compris quand on travaillait avec les enfants abandonnés ou les enfants des rues. Naïvement, on était là pour aider ces enfants, donc on voulait les aider. Et quand on entrait comme des occidentaux naïfs, on leur souriait et on leur tendait les bras. Et on a été stupéfait de voir que quand on souriait à ces enfants, ils se mordaient ou ils se tapaient la tête par terre. Et quand on leur tendait les bras, ils prenaient une posture d'enfant battu, parce qu'on n'avait pas compris que ces enfants non socialisés, ces enfants sans altérité, leur sourire, c'était montrer les dents, leur tendre les bras, c'était les menacer. On n'avait pas compris ça. Donc désormais, ensuite, on a compris qu'on ne pouvait pas parler à ces enfants n'importe comment, qu'il fallait d'abord les apprivoiser. Et quand l'été dernier, j'ai été en Bulgarie, où il y a une tragédie, on parle beaucoup des Roumains, ce qui est injuste, parce que les Roumains ont beaucoup rattrapé ce crime de Ceausescu, mais maintenant ils s'occupent très bien, ils récupèrent beaucoup d'enfants, pas tous, mais ils en récupèrent beaucoup. Et maintenant, 28% des enfants en première année en Bulgarie meurent au cours de leur première année. Donc ça, 28%, c'est plus de la médecine. 28%, là, il y a une altération sociale. Ça ne peut pas être 28%. Alors, donc, dès l'instant où un enfant éprouve tout comme une alerte émotionnelle, on lui sourit, on lui tend les bras, c'est une alerte, c'est une agression. Dès l'instant où il éprouve tout, son cortisol sanguin, qui est une hormone que notre organisme sécrète pour faire affronter le stress, le cortisol monte constamment. Parce que tout est une agression pour eux. Donc le cortisol monte, les cellules du système limbique, c'est le système de la mémoire, l'anneau qui est à la face interne des deux hémisphères, perçoit le cortisol intensément, les cellules sont avides de cortisol, elles gonflent, elles éclatent, et en quelques semaines, on voit apparaître une atrophie du système limbique, c'est-à-dire c'est le système qui permet d'avoir la mémoire et les émotions associées. Et comme le système limbique est altéré, ces enfants n'ont plus ni mémoire ni émotion. Ou bien ils éprouvent tout comme une agression, ou bien ils deviennent tout complètement indifférents. Alors ça veut dire qu'on a besoin des deux, on a besoin du cerveau et de l'histoire, de notre histoire et de l'histoire qui nous entoure, pour attribuer une signification aux événements, aux choses qu'on perçoit. Alors l'exemple, vous êtes dans votre jardin, et puis à un moment, vous rentrez dans votre salon et vous voyez vos enfants sur le canapé en train de regarder la télévision. Et vous regardez sur l'écran et vous voyez un monsieur qui s'apprête à boire une tasse de café. Ça vous émeut pas, vous trouvez ça sans intérêt et vous êtes étonné de voir vos enfants délicieusement terrorisés par le film policier qu'ils sont en train de regarder à la télévision. Et vous vous dites, mais pourquoi vous avez peur? Et un de vos enfants vous répond, parce qu'il va dans l'avenir boire la tasse de thé dans laquelle je sais que dans le passé, dans ma mémoire, le voisin a mis du cyanure. Et c'est en intégrant le passé, on a mis du cyanure, avec l'avenir, il va mourir, que vous pouvez attribuer un sens délicieusement effrayant à la tasse de thé. C'est-à-dire que la tasse de thé
pour vos enfants devient un événement, il va mourir s'il boit cette tasse de thé, alors que pour vous, c'est un non-événement. C'est rien, vous ne mettrez rien en mémoire, alors que vos enfants qui ont accès à la mémoire et à l'avenir éprouvent un événement de roman policier. Alors, ça veut dire qu'on a des moyens à la fois organiques, biologiques, et sociaux, psychologiques, de modifier la mémoire. Alors, exemple de moyens organiques de modifier la mémoire. Au moment de la première guerre d'Irak, en 1991, beaucoup de soldats américains, à cause de ces théories, beaucoup de soldats américains, on leur a proposé du propanolol, c'est-à-dire c'est un bêta-bloquant. Ça, c'est mon image maternelle, c'est ma figure d'attachement qui m'apporte mon biberon. Et les Américains qui prenaient du propanolol, merci, effectivement, les bêta-bloquants, parfois il faut en donner parce que quand il y a un accès d'hypertension, le cerveau peut être fusillé en une simple montée d'hypertension, donc parfois on est obligé de donner ce médicament ou d'autres, mais quand on le donne à des gens qui en ont besoin, on provoque des troubles de la mémoire, et les soldats américains qui volontairement ont pris du propanolol n'ont pas eu de syndrome psychotraumatique, puisqu'ils étaient devenus indifférents grâce à ce médicament qui engourdit l'amygdale rhinocéphalique. Cette amygdale étant engourdie, ils pouvaient voir la mort, tuer, dans la plus totale indifférence. Ils n'avaient aucun syndrome psychotraumatique. Sauf que quand ils sont rentrés chez eux et qu'on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils étaient incapables de raconter ce qui s'était passé. Rien dans leur mémoire, pas de syndrome psychotraumatique. Alors les militaires à Toulon avec qui je travaille ne donnent pas de propanolol, mais agissent sur le contexte familial et sur le contexte culturel pour essayer de contrôler un peu cette émotivité. Et ça donne des résultats tout à fait surprenants. C'est-à-dire que on voit que ces gens, quand ils sont abandonnés, dans un premier temps, je parle des hommes adultes, quand ils sont abandonnés, dans un premier temps, leur amygdale flambe, ils sont effrayés comme les bébés, sauf que eux, ils ont un monde de représentation verbale, ils ont un langage intérieur qui leur permet de dire là, actuellement j'ai peur, mais je vais regarder si j'ai appris mon métier de soldat, si je suis secouru, j'ai moins peur, je sais ce qu'il faut faire, je suis armé. Ils ont un monde de représentation verbale acquis historiquement, qui fait leur histoire, et qui peut aussi avoir un effet tranquillisant sans propanolol. Et actuellement, on est en train de faire un travail avec Michel Delage et Patrick Clairvoy à Toulon, où on demande aux soldats d'Afghanistan, puisqu'il y a encore des Français aujourd'hui en Afghanistan, on leur demande avant, alors les militaires ont un langage un peu bizarre, et avant d'aller au feu, ils parlent comme ça les militaires, on leur dit écrivez. Écrivez à qui vous voulez. Une fiction, un témoignage, une lettre, écrivez, et puis mettez-le dans un tiroir, et quand vous reviendrez du feu, vous déciderez de ce que vous allez faire avec cette fiction, cette lettre. Mais si vous voulez l'envoyer, vous l'enverrez. Si vous voulez la déchirer, vous ferez ce que vous voudrez avec. Et Patrick Clairvoy constate que les soldats qui ont écrit, la plupart du temps, ils écrivent à leur mère ou à leur femme. Et la plupart du temps, les soldats qui ont écrit ne font pas de syndrome psychotraumatique, quelle que soit la violence du combat. Alors que, parce qu'ils se sont entraînés à une représentation verbale intime, ils se sont entraînés à être maîtres de leur monde et non pas bousculés par les talibans ou les gens du pays qui leur tirent dessus. Et là, ça fait donc une situation quasi expérimentale que les psychiatres militaires étudient, mais ce n'est pas eux qui ont créé la situation. Et ils constatent que les soldats qui vont au feu, ou bien ils meurent, ou bien ils sont mutilés, ce qui arrive,
ils font très peu de syndromes psychotraumatiques. Et qu'on ne retrouve de syndrome psychotraumatique que chez les soldats qui restent au camp. Parce que les soldats qui restent au camp, eux, ils sont soumis à leur représentation qu'ils ne maîtrisent pas. On ne leur a pas demandé d'écrire, ils restent au camp. Les roquettes dont on parle beaucoup actuellement et que les talibans envoient beaucoup, tuent peu de soldats. Pour une raison bien simple, c'est que dès qu'ils partent, il y a un capteur thermique, et ce capteur thermique déclenche une sirène, et donc il y a des murs, des morceaux de blocos dans le camp, comme il y en a en Israël, comme il y en a dans beaucoup de pays du Proche-Orient, et ils ont 30 secondes pour se blottir contre le mur. 30 secondes, il y en a plein partout, il y a le signal, ils se blottissent, donc dans la réalité, il y a très peu de morts, il y a très peu de blessés, énormément de syndromes psychotraumatiques, parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur monde intime. Ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas jouer aux cartes, ils ne peuvent pas regarder la télé, ils ne peuvent pas discuter. Le signal se déclenche. Il n'y a pas beaucoup de morts, ils sont complètement dépossédés de leur monde intime. Alors que quand on leur demande d'écrire, ils redeviennent un peu sujets d'eux-mêmes, alors que si on ne fait pas ça, ils sont objets, ils sont choses des roquettes, ils sont choses de l'adversaire, soumis à l'adversaire qui fait d'eux ce qu'il veut. Ce qui fait que là, étant dépossédés de leur monde intime, il y a beaucoup de syndromes psychotraumatiques, alors que les morts, ils sont dans le réel, ils sont dehors. Mais eux, ils n'ont pas de syndrome psychotraumatique, parce qu'ils perçoivent le réel, ils peuvent affronter, se cacher, tirer, faire leur métier de soldat. Alors on voit que dans ces raisonnements que je suis en train de vous proposer, c'est pas du tout, si certains parmi vous, dans la salle, ont lu Descartes, ne le lisez plus. C'est-à-dire qu'il nous invite à ce qui a fait la démarche scientifique, hein, les relations, la réduction, pour faire une relation de causalité linéaire. Une cause provoque un effet, c'est la démarche scientifique, à condition qu'on soumette le résultat au tribunal de l'expérience d'un autre qui va critiquer, et petit à petit, on va avoir non pas une conclusion scientifique, mais on va avoir une démarche scientifique. Donc Descartes a rendu service aux sciences dures, aux sciences semi-dures, comme la biologie, il n'a pas rendu service aux sciences psychologiques qui sont toutes multicausales. Il est rare qu'on trouve une seule cause pour un effet. La plupart du temps, c'est une convergence de causes qui provoque l'effet ou ne le provoque pas. Alors là, c'est un autre mode de raisonnement. Exemple, je travaille à Londres avec Peter Fonagy, qui est un grand nom de notre discipline. Et Peter Fonagy s'intéresse à ce que les Anglais appellent les borderlines. Et pendant très longtemps, la sémiologie, la clinique des borderlines est tellement vasouillarde que j'ai pendant très longtemps fait un lapsus d'oreille et que j'entendais bordel lines. Alors, ça correspondait à la clinique, il y a tout dedans, il y a tout. En fait, c'est des troubles graves du développement. Et Peter Fonagy a constaté que presque 90% de ces enfants et de ces adolescents avaient été isolés sensoriellement au cours des premiers mois de la vie. Parfois par un accident de la vie, mort des parents, mort de la mère, maladie grave. Maintenant, d'ailleurs, en médecine, on sait que même quand il y a une maladie grave, il faut que tout le monde intervienne, papouille l'enfant, lui parle, les infirmières, les puériculteurs, les parents. On le sait maintenant, on le fait, mais on l'a découvert il n'y a pas très longtemps. La biologie de la solitude, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps. Or, ces adolescents-là ont pratiquement tous été isolés sensoriellement au cours des premiers mois de la vie, ou comme le dit Shaul Harel, qui vient travailler avec nous de temps en temps, et qui est professeur de pédiatrie à Tel Aviv, quand la mère est stressée, et en Israël et en territoire palestinien, ça ne manque pas, quand la mère est stressée, quand la femme enceinte est stressée, le cerveau de l'enfant est altéré. C'est-à-dire que quelque chose est passé du stress de la mère, l'émotion a été transmise. Alors on a fait une observation qui a souvent été citée.
à Toulon. Et là, je vais citer Morville, c'était sa thèse, son travail. Et Madame, vous êtes enceinte, est-ce que vous acceptez qu'on filme l'écran de la dernière échographie légale? La plupart des dames acceptent, on ne filme pas la femme, on filme l'écran. Et puis, on voit le cœur du bébé, l'électrocardiogramme, on voit tout ce que l'échographie nous apprend. Et puis, comme on cherche à faire croire qu'on est des scientifiques, on introduit une variable. On stresse la mère, mais vous savez comment sont les femmes, on ne peut pas trop les stresser. Alors, le stress qu'on propose à la mère, c'est quelques secondes. Alors, elle arrive, elle a son gros bidon, l'échographiste lui met la gelée sur le bidon, il prend le stylo, il le passe, et puis, par convention expérimentale, on introduit un stress qui est le suivant. Quelques secondes de silence. Madame, voulez-vous chanter? Moi, chanter? Le cœur de la mère s'accélère. En temps réel, le cœur du bébé qu'elle porte s'accélère. Presque aussi, pratiquement aussitôt. Donc quelque chose est passé dans la communication biologique, de corps à corps, puisque les deux corps sont encore fusionnés. Quelque chose est passé. Quand c'est un petit stress comme ça, alors on voit déjà les réactions comportementales des bébés sont déjà très différentes selon les bébés. Alors par exemple, schématiquement avec Morville, elle fait 3 schémas. Alors il y a un tiers des bébés qui réagissent, madame est stressée, le cœur du bébé s'accélère, et un tiers des bébés réagissent en donnant des coups de pied. Alors ça, c'est ce qu'on a appelé le profil Zidane. Parce qu'on pense qu'il commence leur entraînement de football intra-utérin. Alors, un tiers des bébés, leur cœur s'accélère, ils ne bougent pas les membres inférieurs, ils bougent les membres supérieurs, ça c'est le profil Lacalas. Et puis, un tiers des bébés s'en foutent éperdument, ils dorment, ils ne s'accélèrent pas leur cœur, la mère peut être stressée, ils s'en foutent. Moi, je suis convaincu que les bébés pensent, j'ai encore 6 semaines à tirer, nourrir, loger, blanchir. On verra bien ensuite pour les problèmes humains. Donc ça veut dire que déjà, intra-utérin, les bébés interprètent les informations sensorielles qu'ils perçoivent et qui sont transmises par le corps de la mère. C'est le corps de la mère qui médiatise l'émotion. Elle a un sursaut, ça transmet quelque chose au bébé. Et Shaul-Harel a fait une population de 170 femmes enceintes, stressées par les événements israélo-palestiniens, 170 femmes israéliennes et palestiniennes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique alors qu'elles étaient enceintes. Tous leurs enfants sont arrivés au monde avec un retard de développement cérébral. Tous les enfants. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans on change de milieu. On passe de la politique à l'information sensorielle, à l'utérus, à l'échographie, à la neurologie. C'est le contraire de ce qu'on apprend dans nos universités, où si on veut acquérir un diplôme, il faut qu'on choisisse notre spécialité. Et là, nous, praticiens, on est obligés d'intégrer des spécialités hétérogènes pour arriver à produire la phrase que je viens de vous proposer. Alors, on voit que donc cette manière de raisonner, on peut encore la continuer. Par exemple, il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps, vous avez sûrement entendu parler, la haute autorité sanitaire, avec mon ami Philippe Évrard, a remis un rapport très agressif contre la psychanalyse dans le traitement des autismes. Et en fait, je pense, j'en ai parlé avec lui, je pense qu'il a, comme c'est un vrai scientifique, il a tenu un raisonnement linéaire. Et en fait, en tenant un raisonnement de convergence de déterminismes hétérogènes, biologiques, psychologiques, affectifs, sociaux, en faisant une convergence de déterminismes différents, on arrive à une autre conclusion. C'est que, comme dit Peter Fonagy, une fois que l'enfant, par un accident de la vie, a été altéré, c'est résiliable. C'est-à-dire que, surtout dans les premiers mois ou dans les petites années, un cerveau d'enfant
synaptise 200 000 connexions par minute. C'est-à-dire qu'une information à ce moment-là fraye un chemin, mais une autre information peut frayer un autre chemin. On sculpte le cerveau uniquement en manipulant le milieu. Mais une fois que le cerveau est sculpté, une fois que l'enfant a acquis un mode réactionnel, c'est lui qui déclenche les comportements maternels. Exemple, les enfants trisomiques. Les trisomiques sont, là on a la preuve que c'est une fusion, une absence de une coagulation de deux chromosomes. Et ça donne une morphologie particulière, un développement particulier, une mentalité particulière. Ces enfants sont gentils, pas agressifs et très lourds pour les parents et surtout pour la mère. Ils sont très lourds. Et on voit que la mère, en quelques mois, elle finit par avoir un profil comportemental de mère de trisomique, c'est-à-dire souriante, accablée parce que ses enfants sont très lourds, entravent leur vie, et puis qu'elle s'y attache fortement quand même, parce que ses enfants sont attachants. Et que, donc, elle est un peu abattue, souriante, un peu résignée, elle a dû renoncer à beaucoup de choses pour s'occuper de cet enfant qu'elle aime et qui entrave sa vie. Or, ce n'est pas le comportement ni le profil maternel qui a provoqué la trisomie de l'enfant, c'est la diffusion, c'est l'absence de diffusion de deux chromosomes qui a fait une morphologie particulière qui provoque cette mentalité particulière de la mère. Donc là, on n'a pas su se décentrer. Là, c'est un vilain coup de Descartes qui nous apprend à analyser et à raisonner en termes linéaires. Alors, lorsque on a... Il faut que je boive un peu, sinon je vais faire ma déshydratation du nouveau-né. Donc... Merci Martine. Alors... Il n'y a pas de cyanure. Alors, maintenant, on a des moyens d'évaluer comment l'émotion est façonnée par les accidents, les traumatismes, les déchirures de notre vie et notre manière d'y réagir. Donc c'est plus une cause, c'est le sujet dans son milieu avec différents déterminants. Voilà comment les raisonnements que je vais vous proposer. Or, quand il y a une cascade de traumatismes, on sait évaluer les modes d'attachement. Ces modes d'attachement, ces manières d'être proches, ces manières de parler, on a des comportements d'attachement, on a des questionnaires d'attachement que certains savent évaluer. On ne peut peut-être pas tout évaluer, mais on peut évaluer le style en tout cas. On sait qu'il y a des attachements sécures, confiants, des enfants, des adultes, qui parlent facilement, qui répondent, qui savent, comme disait Daniel Stern, jouer avec les tours de parole. On voit des enfants préverbaux qui viennent faire un babil, ils ont 12 mois, c'est des toddlers, ils commencent à peine à marcher, ils ne savent pas parler. Et puis on voit des petites mères qui s'approchent de l'adulte et qui lui font un babil. Alors l'adulte, bien sûr, il est charmé, il parle comme nous adultes on sait le faire, avec des mimiques de notre culture et avec les mots de notre langue maternelle. Le bébé de 10, 12, 14 mois entend que l'adulte va finir sa phrase à cause de la prosodie des fins de phrase qui donnent la parole. Et la petite fille qui ne sait pas parler regarde, attend, et puis quand l'adulte a fini sa phrase, la petite fille recommence un babil, l'adulte attend la fin du babil, et hop, on a des tours de parole qui se font entre le bébé préverbal et l'adulte verbal. Or, un enfant qui a acquis au cours des 10 premiers mois de sa vie un attachement sécure, va se mettre en disposition spatiale pour jouer à ce tour de parole et apprendre à parler. Et on voit que ces enfants qui ont une sécurité affective sont les premiers à parler, alors que les enfants qui sont évitants, ils ont peur, ils augmentent les activités autocentrées, ils se périphérisent à cause d'un attachement insécure, d'un attachement non confiant. Ils se mettent eux-mêmes en situation de prendre un retard de langage.
Et comme notre école sélectionne de plus en plus tôt, plus on sélectionne tôt, plus on aggrave l'injustice sociale. Puisqu'il y a une plasticité, on ne tient pas compte de la plasticité cérébrale, de la plasticité affective, et bien sûr de la plasticité verbale et de la plasticité culturelle. On raisonne en termes linéaires, comme si c'était déterminé pour toute notre vie, alors qu'on peut très bien être débile profond à 7 mois et viser le prix Nobel à 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a une plasticité cérébrale qu'on a sous-estimée, et une plasticité relationnelle qu'on a sous-estimée. Alors pendant les 3 heures qui me restent pour l'exposer, je vais accélérer un petit peu et reparler pendant quelques minutes d'une situation expérimentale quasi expérimentale, qui permet de montrer comment on a besoin, comme le disait la doctorante tout à l'heure, de la représentation du temps pour faire un récit. Et quand neurologiquement ou historiquement, on n'a pas la possibilité d'accéder à la représentation du temps, on ne peut pas faire un récit de soi-même. Donc on a une identité narrative altérée, on ne sait pas vraiment qui on est, quels sont nos points forts, nos points faibles, on ne sait pas se faire le récit de soi-même, et ça trouble la relation avec les autres. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas me présenter, je n'ose pas vous regarder. La relation est altérée parce que j'ai une représentation du temps altérée. Cette représentation du temps peut être altérée par des accidents de la vie. Il y a eu un prix Nobel en 1936 qui a été donné à Egas Moniz pour une très belle invention qui est la lobotomie. Ça a été un prix Nobel de médecine. Ça a été un prix Nobel de médecine. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous quelqu'un de très anxieux, si vous voulez apprendre à faire des lobotomies pour l'aider, c'est très facile. Vous prenez une pointe, une aiguille, vous la rentrez sur la partie supérieure de l'orbite, il y a un creux là, à la face interne, voilà, ici, et vous plantez l'aiguille là, et vous arrivez à la face inférieure du lobe préfrontal. Et à ce moment-là, ou bien vous bougez l'aiguille et vous sectionnez les fibres. Si, c'est facile à faire. Hein, c'est facile. C'est rien. Vous ne faites même pas d'anesthésie. Hein. Et les gens anxieux, soudain, ne sont plus anxieux. Le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. Pour une raison, ils sont plus anxieux pour une raison bien simple, c'est que le lobe préfrontal, c'est le support neurologique de la représentation du temps à venir. Toutes les planifications, toute l'anticipation se passe dans le lobe préfrontal. On le sait, parce que quand il y a un accident de voiture, il y a des lobotomies accidentelles qui sont faites. Et les gens ne peuvent plus anticiper. Ils ne peuvent plus anticiper leur avenir, donc ils n'ont plus l'angoisse, et ils ne peuvent plus anticiper leur passé, j'ai bien dit volontairement, anticiper leur passé, aller chercher dans leur passé des souvenirs vrais pour en faire une représentation verbale coordonnée et cohérente, un récit. Ils ne peuvent plus le faire, parce qu'ils ne peuvent plus anticiper ni leur avenir, ni leur passé. Ce n'est pas une erreur de ma part. Hein. Donc ils n'ont plus l'angoisse, et ils sont enfin heureux. Alors, mais ils sont heureux au prix de l'humanité. Ils sont heureux parce qu'ils sont plus humains. Parce qu'ils sont réduits à des tas de réflexes, puisqu'ils ne peuvent plus anticiper. Alors, il y a des lobotomies qui sont faites. Alors, il y a des maladies qui font ça, les démences frontotemporales, qui sont pas rares et qu'on confond souvent avec des maladies d'Alzheimer. Il y a des maladies qui font ça, et les gens ne vivent que dans le présent. Alors, j'ai eu l'occasion de voir un homme célèbre qui a eu une démence frontotemporale, alors que c'était un homme prodigieux, et il ne pouvait que répéter. Alors, on arrive avec ma femme chez lui. Qui c'est celle-là? Alors, sa femme lui dit, c'est... Ah bon? Qui c'est celle-là? Alors, ma femme lui dit, c'est... Ah bon? Qui c'est celle-là? Prisonnier du présent. Incapable de faire une représentation du temps, prisonnier du présent. Pas d'angoisse. Mais complètement soumis aux stimulations du contexte.
C'est-à-dire que dans les lobotomies, il y a des médecins dans la salle, il ne faut pas oublier qu'avant les réductions de vitesse, il y avait 3000 lobotomies par an en France provoquées par les accidents de voiture. Donc c'est pas rare du tout, 3000 lobotomies par an. Maintenant, je ne connais pas les chiffres maintenant, mais logiquement il y en a moins, mais enfin je ne connais pas les chiffres. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas rare du tout. Or, ils sont assis, et puis on s'agite autour d'eux. Hop, ils répondent, ils s'agitent, ils courent dans tous les sens, et puis ça se calme, hop, ils s'assoient, ils ne bougent plus, et puis on parle autour d'eux, hop, ils parlent, soumis au contexte. Pas de monde intime, pas de langage intérieur, pas de récit intime, pas de représentation du temps. Ils ne peuvent pas répondre à une représentation d'eux-mêmes, soumis au contexte. Pas d'angoisse, mais on peut discuter des effets secondaires. Alors, les pervers sont comme ça. Alors les pervers, eux, ils ont leurs lobes frontaux, mais pour des raisons que j'ignore, ils sont soumis, comme disait Lacan, ils sont seuls contre mon plaisir. Le prix que ça coûte aux autres, je n'ai pas la représentation du temps qui me permet de me représenter l'effet que ça va faire dans son esprit si je dis ça, si je fais ça. Donc pour ça, il faut avoir une représentation du temps. Et pour des raisons, peut-être Papa Freud dit, on ne devient pas pervers, on le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, nos enfants, jusqu'à l'âge de 4 ans, ne sont pas capables d'une décentration d'eux-mêmes pour se représenter le monde mental de l'autre, les représentations de l'autre. C'est cette performance qui définit l'empathie, l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde des autres. Nos enfants ne deviennent capables de le faire qu'à l'âge de 4 ans, si autour d'eux il y a eu une enveloppe affective, sécurisante et dynamisante. Alors peut-être les pervers, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être ils ont été isolés, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont arrêté leur développement. Alors, comme la définition de la perversion, il faut faire attention, c'est ce que je disais hier. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé mes études, c'était au siècle dernier, on nous apprenait que la définition religieuse et médicale de la perversion, c'était celui ou celle qui s'accouple sans avoir l'intention de faire un enfant. Bon, hein? J'en connais des pervers dans la salle. Hein. Donc, alors évidemment, cette définition n'a plus aucun sens aujourd'hui, et la définition qu'on retient aujourd'hui, c'est celle de Lacan. Narcisse. Seul compte mon plaisir, quel que soit le prix que ça coûte aux autres. Si je lui fais ça, oui, tu sais, elle a été malheureuse, si tu lui fais ça, elle va être malheureuse. Elle va, plus tard, moi pervers, narcisse, j'y arrive pas. C'est trop loin pour moi, je veux jouir dans l'instant, quel que soit le prix qu'elle va payer. Donc je ne me représente pas la représentation des autres. Alors, il y a actuellement beaucoup de livres qui sortent aux États-Unis sur Alone in the Crowd, seul dans la foule ou dans la solitude, la biologie de la solitude. Et ces livres-là essayent de travailler une théorie qui dit que grâce à nos progrès technologiques, on quitte le monde oedipien pour entrer de plus en plus dans le monde de Narcisse. C'est-à-dire le monde oedipien, c'est-à-dire j'ai une filiation, maman, papa, ma famille, j'ai ma langue maternelle, ma culture, j'ai une filiation. Ça c'est le monde oedipien. Qu'est-ce que c'est qu'être garçon? Je vais devenir un papa. Qu'est-ce que c'est qu'être petite fille? Je vais devenir une maman. Voilà, ça c'est le monde oedipien. Or dans le monde narcissique, ça m'est complètement égal être garçon ou fille. Aucune importance. Ce que je veux, c'est jouir dans l'instant. Alors, c'est tous ces sociologues qui sont très au courant de la neurologie nous expliquent que probablement, d'après eux, on entre dans un monde narcissique. C'est-à-dire un monde pervers, qui fait souffrir les autres au nom de ma jouissance. Alors cette empathie, elle se développe grâce aux petites frustrations, donc biologie, et grâce aux explications, donc verbalité. Les deux. Hein, Descartes, là, il n'a rien à dire. Hein, les deux.
C'est-à-dire que c'est les petites frustrations, le retard du biberon, maman n'est pas là, j'ai peur, il faut que j'apprenne à surmonter ma peur avec un nounours, avec un objet, avec une mentalisation, elle va revenir. Voilà, ça c'est les petites frustrations qui entraînent, qu'on doit éprouver dans notre corps et qui entraînent l'apprentissage, l'évolution vers la représentation des autres. On est dans la théorie de l'esprit, on est dans l'empathie adulte. Or, on constate que dans les pays en guerre, les enfants sont adultistes étonnamment tôt. Normalement, la théorie de l'esprit se met en place à 4 ans, et dans les pays en guerre, elle se met en place beaucoup plus tôt. Et on voit des enfants qui très tôt prennent en charge leurs parents, parents blessés, parents malheureux, parents dépressifs, et on voit des enfants qui très tôt font le ménage, font les courses, font la cuisine, s'occupent des petits frères. On voit des enfants, on les admire, on a tort. Ce n'est pas la place d'un enfant. L'adultisme, c'est le mot que j'ai proposé, l'adultisme qu'on voit dans tous les pays en guerre est un signe d'arrêt du développement de l'enfant. Le développement d'un enfant, ça doit jouer, apprendre. Ensuite, et si on y joue et s'il apprend, le reste se mettra en place. Alors, on voit que c'est sûrement une adaptation traumatique. Alors maintenant, on va quitter les bébés et maintenant, on va rentrer dans le monde adulte. Alors, dans le monde adulte, je vais citer quelqu'un que vous allez sûrement reconnaître. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Alors, vous avez reconnu Musset, bien sûr, qui fait la gloire de la souffrance. Et dans cette... Alors, notre culture, j'ai connu l'époque en médecine où on nous apprenait à faire des sutures ou des réductions de fractures de jambes chez les enfants sans anesthésie, parce qu'on disait les enfants ne souffrent pas. Alors qu'on sait maintenant que c'est exactement le contraire. Les enfants disent mal avec des mots comment ils souffrent, ça laisse des traces dans la mémoire cérébrale, ça laisse des traces très durables. Et mon ami Rousseau, qui est professeur à Bruxelles, montre que les traces amygdaliennes dont je parlais tout à l'heure, quand on opère un enfant sans anesthésie, quand on enlève les amygdales sans anesthésie, ça laisse des traces amygdaliennes toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a acquis, au contraire, une sensibilité particulière à la douleur. Il a été rendu vulnérable à la douleur, parce qu'il n'est pas sécurisé. Au contraire, même, il a été agressé en le soignant, on lui a arraché les amygdales pour son bien, par un gentil docteur. On va te donner des bonbons, ouvre la bouche et crac, on a arraché les amygdales. Donc on trahissait les enfants, on les agressait physiquement et on les trahissait en plus. Donc ça provoquait des dégâts durables. Mais, je vous disais tout à l'heure, une mémoire saine, c'est une mémoire évolutive. Exemple, je vais citer maintenant Daniel Hofer. Il prend une population de 77 adolescents âgés autour de 14 ans. Il fait une batterie de tests de 50 questions. Et puis, 34 ans plus tard, donc ces adolescents sont âgés d'à peu près 48 ans, oui c'est ça, et il a gardé les tests et leurs réponses quand ils avaient 14 ans, et 34 ans plus tard, il leur pose les mêmes questions, et il compare les deux résultats. Alors je retiens 3 questions. À l'âge de 14 ans, est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, 28% répondent oui, je m'ennuie beaucoup à l'école. Il repose la même question quand ces mêmes adolescents sont âgés de 48 ans, 58% répondent là, qu'est-ce que je m'ennuie à l'école. À l'âge de 14 ans, est-ce que vous êtes populaire? 25% disent oh oui, moi, mes copains de classe, mes copines de classe sont folles de moi. À 48 ans, même question, 53% répondent qu'est-ce que j'étais populaire. C'était l'humiliation par les sévices corporels qui maintenant sont interdits, mais qui ont, en Angleterre, ils ont été autorisés pendant très longtemps. Quand j'ai eu la chance de jamais aller à l'école, mais je me rappelle dans les petites classes du lycée,
on mettait les doigts comme ça, et le prof donnait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Alors, question, êtes-vous humilié par les punitions corporelles? À 14 ans, 82% des enfants disent « je suis très humilié par ces punitions ». Ils ne sont plus, à l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à affirmer « oh oui, j'ai été humilié ». Les autres ont oublié à quel point ils étaient humiliés par les punitions corporelles. Donc ça, c'est la mémoire saine, c'est la mémoire qui évolue, c'est la mémoire qui se remanie au gré des événements de la vie, de nos pépins, de nos succès, de nos rencontres, de notre évolution. Alors, je vais citer un grand neurologue. C'est à partir du présent que nous nous enivrons du souvenir et du passé restauré. Et ce grand neurologue, c'est Baudelaire, qui lui aussi dit très justement que c'est à partir de la manière dont on se sent aujourd'hui qu'on va chercher dans son passé les souvenirs vrais qui justifient pourquoi on se sent comme ça aujourd'hui. Exemple, j'avais une patiente qui était, comme on dit aujourd'hui, bipolaire, c'est-à-dire qu'elle alternait des moments d'euphorie difficiles à supporter pour elle et surtout pour l'entourage, et des moments de mélancolie terrifiante, très douloureux, qui étaient difficiles à supporter pour elle et pour l'entourage. Et je l'interroge au moment où elle est en pleine euphorie. C'est merveilleux, je viens d'acheter un appartement près de la halle aux poissons à Toulon. Il y a une très belle halle aux poissons. Le matin, je suis réveillé à 4 heures par les livraisons de poissons. J'entends le petit peuple qui crie « c'est la vie, c'est merveilleux ». Puis paf, elle évolue, elle plonge en phase mélancolique et elle dit « c'est terrifiant, j'ai acheté un appartement, je suis réveillé par le bruit à 4 heures du matin, je sens l'odeur du poisson, c'est effrayant ». Les mêmes souvenirs étaient connotés de manière totalement différente, comme dit Baudelaire, selon la manière dont elle se sentait aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se sent bien, on va chercher dans son passé les souvenirs vrais qui expliquent pourquoi on se sent bien aujourd'hui, et si on se sent mal aujourd'hui, on va chercher dans son passé d'autres souvenirs tout aussi vrais qui expliquent pourquoi on se sent mal aujourd'hui. Alors, ça veut dire que comme dit Baudelaire, c'est à partir du présent qu'on s'enivre du vin du passé, qu'on s'enivre du vin du souvenir. Alors, avec Michel Delage, on est en train de faire des expérimentations actuellement à Toulon, soit sur le témoignage, j'en parle pas trop parce qu'on ne les a pas encore dépouillés, comme on dit, mais les premiers résultats qui tombent montrent que quand on perçoit un événement, la signification qu'on lui attribue dépend du contexte. C'est-à-dire qu'on crée une situation expérimentale de scandale et ensuite on demande aux étudiants un mois après, vous vous rappelez cet incident? Comment vous expliquez cet incident? Essayez de nous l'expliquer. Et ils nous l'expliquent avec les événements du journal télévisé, les événements de la ville de Toulon. Ils ne mentent pas, les souvenirs sont vrais, ils sont interprétés à la lumière du présent. Alors, une autre expérimentation, celle-là, elle est plus aboutie. On prend une pile de photos horribles, accidents, démembrements, des piles de photos horribles. Et on prend une autre pile de photos de fleurs, d'oiseaux, de biches, enfin de choses tout à fait gnangnan et agréables à regarder. Et puis, on montre les photos, sans commentaire. Un mois après, monsieur, madame, est-ce que vous vous rappelez ces photos? Comment elles étaient ces photos? Les photos horribles sont gravées dans la mémoire. Les photos de douceur sont presque toutes confuses ou oubliées. Rappelez-vous le revolver et les mimiques faciales et monsieur Human Bomb. C'est-à-dire que je perçois une photo horrible, ça me provoque une émotion, ça se fixe dans ma mémoire, alors qu'au contraire,
je perçois une photo apaisante, et bien je m'apaise, je m'endors et ça ne se fixe pas dans ma mémoire. Alors, mais ce qui a le plus modifié le souvenir des photos horribles, c'est les paroles qu'on prononce autour de ces photos horribles. Alors, on disait, on essaye de parler, mais ça, qu'est-ce que ça peut être, cette photo terrifiante? On voit un corps humain démembré, couvert de sang, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, on parle au hasard. Ah ben oui, ça c'est... Oh, mais ça me rappelle la guerre, j'avais vu une photo, j'avais vu quelque chose comme ça, mais ce monsieur, cette dame, c'était vraiment un héros, c'était la libération, etc. Lorsqu'on parle, lorsqu'on intègre le souvenir de la photo horrible dans un récit réel, inventé, utilisant son propre passé, l'image de la photo horrible reste dans notre mémoire, la connotation d'horreur de la photo horrible est complètement transformée. Le simple fait d'avoir fait un récit de la photo horrible modifie la manière, on le garde en mémoire, mais modifie la manière dont on ressent l'horreur de la photo. Quand on fait des photos douces, les gens ont oublié, mais quand on les a invités à parler des photos douces, ah oui, ça me rappelle quand j'étais en vacances, ça me rappelle tout ce que des souvenirs agréables, quand j'étais à la ferme pendant l'été. La photo reste mieux dans la mémoire que les photos douces non parlées, mais le fait d'en avoir parlé améliore la mémoire de la photo douce. Donc le fait de parler de ces photos modifie la manière dont on les met en mémoire. Si on est seul, on est soumis au contexte, comme les lobotomisés. S'il y a quelqu'un autour de nous qui nous aide, qui nous invite à la parole de ces photos, on modifie la représentation des souvenirs de notre enfance ou de notre passé. Donc la mémoire est vraiment une reconstruction du passé. Alors, il y a donc une explication possible, c'est que la doctorante tout à l'heure, Corinne Chaput, disait que la guerre est une grande, fournit énormément d'écriture. Et cette phrase m'a marqué, parce que d'abord je la crois vraie, et que quand j'avais lu cette phrase dans sa thèse, je m'étais dit, mais supposons qu'on supprime l'horreur de la condition humaine. On ferme le Louvre, on ferme la plupart des romans, qui sont des romans qui transforment l'horreur, on ferme les œuvres d'art, le cinéma, on ferme le théâtre, il ne nous reste pas grand-chose au point de vue artistique. C'est-à-dire que, probablement, la fonction artistique, c'est justement de remanier l'horreur de la difficulté, la souffrance inévitable dans la condition humaine. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas une maladie, elle est inhérente à la condition humaine, donc on ne peut pas dire guérir de sa souffrance, on peut dire en avoir fait quelque chose, en avoir fait une œuvre d'art, en avoir fait un engagement dans une association, en avoir fait un témoignage, un militantisme, on se débrouille avec une poésie, on se débrouille avec ce qu'on sait faire, on a fait quelque chose de notre souffrance, à condition que nos mots puissent leur donner un sens, une histoire, un récit. Alors, on avait fait une petite manipulation on avait comparé par exemple dans un service de gynécologie à l'hôpital de Toulon, après l'accouchement, on montrait un dessin et on demandait à la dame qui venait d'accoucher de mettre une croix pour évaluer la douleur de l'accouchement entre 0 et 5. Une heure après l'accouchement, elle mettait la croix presque toute, entre 4 et 5 à peu près. La famille arrive, pousse des cris, offre des fleurs. Une semaine après, Madame, voulez-vous mettre une croix pour évaluer la souffrance? C'est entre 3 et 4. Un mois après, c'est entre 2 et 3. Un an après, je suis impatiente d'en faire un autre. Hein. C'est-à-dire que le fait de mettre au monde un petit magicien, qu'on appelle bébé, modifie la représentation de la souffrance. Je ne parle pas de la souffrance. La souffrance réelle, elle est ressentie. Je parle de la représentation de la souffrance. Le petit bonhomme,
le petit magicien a transformé ça vaut le coup. Je trouve que cette expression est bonne. Hein. Ça vaut le coup. C'est-à-dire que le fait de mettre au monde un petit magicien légitime la souffrance que j'ai ressentie, mais ça la légitime. Alors qu'on a fait le même travail avec une ponction lombaire qui fait beaucoup moins mal qu'un accouchement, beaucoup moins. Hein, tous les médecins qui sont dans la salle, ou ceux qui ont subi une ponction lombaire, savent que quand on arrive avec une aiguille comme ça, les gens sont moyennement rassurés, mais quand on fait la ponction, la plupart du temps, ça fait plus peur que mal. Et quand on fait à évaluer, une heure après la ponction lombaire, la douleur est évaluée à 5, un mois après elle est évaluée à 5, un an après elle est évaluée à 5. C'est-à-dire que là vraiment, j'ai eu mal, je n'ai pas remanié la souffrance de la ponction lombaire. Donc voilà, je voulais juste terminer, avant qu'on échange avec la salle, pour vous dire que l'idée c'est que la mémoire saine et évolutive, on a les moyens de la contrôler, l'écriture, la parole, l'échange, la sécurité. La mémoire traumatique est structurée de manière particulière, mais on a aussi des moyens de la faire évoluer, les mêmes, la parole, la représentation, la sécurité affective, mais dans ce cas, l'entourage joue un rôle majeur. L'entourage, c'est la confidence, la personne avec qui on se sent bien, c'est la famille, et c'est la culture, si la culture veut bien nous donner la parole. Merci de m'avoir écouté.